Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de Yankee. Moi c'est Thomas, je suis un des cofondateurs de l'agence Tierfest et dans ce nouveau format, chaque semaine je reçois un invité et on aborde la question cruciale du premier client. Celui qui permet de se dire ça y est, je me suis enfin lancé, j'ai enfin lancé mon activité. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Burbidge. Thomas est freelance en storytelling et branding, mais c'est aussi le fondateur du podcast Young, Wild and Freelance. Il propose également des formations pour aider les indépendants et les freelances à structurer leurs offres et à développer leurs activités. C'est la mission qui s'est fixée et il a décidé de dédier les 10 prochaines années de sa vie à cet objectif on ne peut plus louable. Aujourd'hui, je le reçois pour discuter de la manière dont il a lancé son activité il y a un peu plus de 4 ans de ça. Et vous allez voir, c'est plein de leçons et plein de tips que vous pouvez appliquer vous aussi au lancement de votre activité. Premier épisode de Yankee, Thomas Burbidge. C'est parti. Monsieur Thomas Burbidge avec nous pour ce premier, Monsieur Thomas Tissot. pour ce premier épisode de notre nouveau format Yankee. Merci beaucoup d'avoir accepté de discuter avec moi aujourd'hui. Tu nous appelles d'où là? Où est-ce que tu es confiné toi? Je suis dans ma maison de jeunesse en Dordogne, qui est une petite maison de campagne perdue au fin fond du milieu de nulle part. Comme on peut le voir, l'ambiance est là derrière aussi. C'est rustique, c'est bien. Exactement. Mais c'est calme. Très, très calme. Donc, le concept de ce format, je te l'ai expliqué. On revient sur la manière dont tu as trouvé ton premier client. On sait à quel point ce premier client est crucial. Nous, ce qu'on fait avec Tierfest, c'est aussi essayer d'accompagner les entrepreneurs à développer leur activité. Et on se définit souvent comme ceux qui aident les entrepreneurs à passer de 0 à 1 via des strates social media marketing cohérentes et adéquates en fonction de leurs objectifs. Et donc, voilà, en discutant avec mes associés, on se rendait compte aussi de l'importance de ce premier client et je trouvais ça sympa d'aller interroger des indépendants qui sont passés par cette étape-là et de revenir un peu sur l'histoire de ce premier client, puis ensuite de parler un petit peu de comment la prospection commerciale se fait dans ton activité, etc. Carrément. Là où je te rejoins, effectivement, c'est que surtout quand tu es freelance et jeune, moi, quand je me suis lancé, c'était pendant mes études, j'étais encore en Master 2. Ce moment où tu as la première personne qui te fait confiance sur ton activité et te règle ta première facture et que tu vois que ça tombe dans ton compte bancaire, c'est une espèce de révélation de dingue où tu te dis « Ah ouais, donc en fait, là, je viens de monétiser mes compétences et j'ai besoin de personne d'autre pour générer de l'argent qui vient dans mon compte bancaire. » C'est assez incroyable, je trouve, comme sensation sur le premier. Donc, c'est clair que c'est un beau premier pas et une belle transition. Moi, mon premier client, il vient… En fait, c'est un peu, entre guillemets, de la chance. En tout cas, c'était pas préparé ni attendu. En fait, à l'époque, donc j'étais en Master 2, j'étais en alternance, donc ça faisait déjà 2 ans et demi que j'étais 2 ans que j'étais en alternance, c'était au début de mon N2. Et ce qui s'est passé, c'est que ma copine de l'époque, sa mère a sa propre boîte, c'est une école de coaching. Et en fait, c'était un moment pour eux où ils réfléchissaient à aller plus loin sur la communication parce qu'ils avaient du mal à continuer de développer l'activité de l'école et ainsi de suite. Et du coup, ma copine de l'époque m'a dit Thomas, toi qui es bien à jour sur contenu, réseaux sociaux, tous ces sujets de com, et parce que c'était ma formation aussi, j'étais en master de communication, marketing, stratégie. Elle m'a dit, mais ma mère, elle a besoin d'aide avec sa boîte, est-ce que ça te chaufferait pas de bosser pour elle? Du coup, j'ai dit, écoute, ouais, pourquoi pas. Donc, j'ai rencontré sa mère et son associé. On a fait le rendez-vous. J'ai préparé une approche et une stratégie, sachant que l'idée pour moi, c'était de bosser le soir et le week-end sur ce client. Et du coup, par confiance du fait que j'avais ce lien fort d'être le petit copain de sa fille, on s'est lancé. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui encore, c'est mes clients. Ça fait clients historiques depuis… Clients historiques, ça fait 4 ans et quelques du coup qu'on travaille ensemble. Et l'école, depuis, on a grave avancé. Dans les dernières années, on est passé de 1 promo par an à 3. Et en fait, petit à petit, depuis mes études où j'étais du coup, à l'époque, je faisais presque que du community management. Et aujourd'hui, mon rôle, c'est plutôt un rôle de CMO de la boîte. Sachant que du coup, maintenant, on est plusieurs dans l'équipe marketing et c'est moi qui pilote ça et qui gère ça.
Donc depuis, on a refait le site, on a mis en place toute une nouvelle approche contenu. Je gère aussi tout ce qui est marketing direct avec plein d'email automation, etc. Enfin, on construit brique après brique un vrai marketing et une vraie stratégie là-dessus. Et c'est génial parce que quand je regarde le chemin qu'on a parcouru depuis cette première signature de mon tout premier devis, et sur tous les niveaux, on a progressé tous ensemble et c'est assez fou. Et on a une belle confiance et c'est une relation humaine qui est super cool au-delà du simple fait que c'est mes clients. C'est des gens que j'apprécie énormément. Je suis encore très ami avec cette fille qui n'est plus ma copine aujourd'hui. D'ailleurs, on travaille ensemble maintenant tous les deux sur un projet pour l'école. C'est assez marrant. Excellent. Ouais, c'est drôle, mais c'est des belles relations humaines, quoi. Ok, alors moi, dans ce que tu viens de dire, il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais revenir. Donc, tu as parlé de cette première réunion. Est-ce que tu te souviens de ton état d'esprit à ce moment-là? Est-ce que tu appréhendes ou pas? Comment est-ce que tu as préparé le truc? Parce que on le sait, réussir à mettre un pied dans la porte, c'est une chose. Mais quand il est temps d'aller présenter ses services et de confirmer un peu le truc, des fois, tu vois, c'est le moment où tu as un peu des papillons dans le ventre, tu appréhendes, tu sais pas, est-ce que je me vends, est-ce que je me vends pas assez, est-ce que je me vends trop, est-ce que je suis en mesure de délivrer sur ce que je promets, jusqu'où je vais dans ma promesse de valeur, etc. Quoi. Je pense à l'époque, de toute façon, j'avais une vision super biaisée du truc dans le sens où j'étais un étudiant de Master 2. Après, j'avais des expériences professionnelles dans le sens où j'avais déjà fait un stage de 4 mois en Australie à la fin de ma deuxième année de licence, une année d'alternance dans un gros cabinet de conseil, une année d'alternance en agence et j'ai entamé ma deuxième année d'alternance en agence. Donc, j'avais déjà un background professionnel, mais par contre, j'avais aucune notion de l'argent. J'avais jamais fait de rendez-vous commercial, donc je savais pas comment ça se passait. Donc, j'y suis un peu allé la fleur au fusil en mettant en avant les compétences que je savais que j'avais et que j'avais appris à maîtriser parce que pendant mes études, j'étais à Dauphine et on faisait beaucoup de compètes, de présentations. C'était beaucoup de projets et j'adorais être la personne qui faisait les prêts à la fin. Donc, j'avais toujours des prêts hyper chiadés. C'était moi qui présentais. J'adorais prendre la parole à l'oral. Donc, je pense que ça a créé ce lien de confiance qu'il fallait pour qu'ils s'engagent avec moi. Mais clairement, je me suis sous-vendu énormément à l'époque. Donc, pendant les quelques années, du coup, j'ai pu bien sûr développer aussi mes pricing et avancer avec eux dans ce sens. Mais clairement, le seul atout que j'avais, je pense, c'est effectivement, je savais bien présenter, je savais bien mettre mes idées de manière cohérente dans une présentation et montrer que je savais ce dont je parlais. Mais après, tous les autres facteurs clés de réussir un entretien commercial et un rendez-vous de prospection comme ça, je les ai appris plus tard, en fait. Le premier, tu es content de signer, en fait, cette fois-là, et après, tu apprends sur le chemin. C'est intéressant de voir que tu mets l'accent et que tu mets en avant le fait que la capacité à se présenter correctement, c'est quand même assez primordial, ne serait-ce que pour gagner en clarté, puis arriver avec une vision assez claire que tu peux apporter au client, quelle est ta plus-value, et expliquer simplement ce que tu fais pour que ce soit évident pour tout le monde. Et puis je pense qu'au final, ce que ça crée, c'est surtout le lien de confiance, en fait. Dans tout ce que je dis et j'enseigne même aujourd'hui dans ce que je crée pour les freelances qui me suivent, j'ai vraiment envie de mettre en avant et je pense que c'est vraiment important et c'est ce que j'ai ressenti et ce qui fait que je travaille encore avec eux aujourd'hui, que derrière tout, même la présentation de notre offre, etc., derrière tout ça, au final, on parle à un être humain qui a un projet qui est important pour lui, qui a une certaine part émotionnelle qui est accrochée à ce projet. Et il faut créer un lien avec cette personne. Et quand on a un lien, ça crée de la confiance. Et quand on a de la confiance, ça crée l'envie d'avancer ensemble. Et c'est ça, au final, plus que la bonne présentation, le bon pitch super huilé. C'est ce lien de confiance-là, au final, et le côté plus humain, je pense, qui prend le dessus surtout, au final. Et c'est ça que j'ai réussi à créer. Et oui, bien sûr, ça vient de la clarté d'une bonne présentation, mais je pense que c'est ça vraiment le cœur de pourquoi ça a marché et pourquoi ça marche encore depuis 4 ans et demi. Quoi. Ok. Et ben justement, un autre truc sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne, je pense qu'en plus, quand tu démarres, tes clients, tu es tellement dans l'idée de te dire, il faut que je lance une activité, il faut que j'ai plusieurs clients, il faut que j'arrive à stabiliser un peu mon truc et avoir des seuils de revenus qui soient, on va dire, viables, qu'on a peut-être tendance un peu à sous-estimer le pouvoir de la récurrence et comment en créant un lien de confiance et en établissant des relations sur le long terme,
tu peux aussi sécuriser ton activité parce que tu sais que tu vas avoir ce fonds de roulement, entre guillemets, et ce client récurrent qui va revenir tous les mois. C'est clair. Est-ce que tu as dans la construction de la relation avec ce premier client historique, comment tu as vu les choses évoluer? Est-ce que tu as des tips sur la manière de réussir à fidéliser ces clients-là? À part, évidemment, ce qui me vient spontanément, c'est délivre au maximum de ce que tu peux délivrer et la satisfaction client est primordiale, évidemment. Mais est-ce que Ouais, peut-être carrément. dans la relation humaine, justement, il y a des choses auxquelles il faut faire attention? Ben moi, il y a un truc. Alors, je sais pas si je dirais que c'est un truc auquel faire attention, mais par contre, il y a quelque chose qui, moi, personnellement, me tient beaucoup à cœur dans la relation que j'ai avec tous mes clients. C'est que ça dépasse la relation professionnelle, dans le sens où j'ai pas envie d'être simplement considéré comme le prestataire de service qui est le bras armé de ils me disent quoi faire, je le fais. Du coup, il y a un truc que je trouve génial avec eux, et en plus, ils sont dans le milieu du coaching, donc c'est naturel pour eux. C'est à chacun de nos rendez-vous, que ce soit en visio ou en présentiel, il y a un truc qu'on fait toujours au début et à la fin. C'est ce qu'on appelle une météo. C'est-à-dire qu'en gros, on prend 5-10 minutes chacun juste pour dire comment on se sent, qu'est-ce qui se passe actuellement dans nos vies, dans quelle énergie on est quand on arrive dans ce rendez-vous. Et ça donne aussi le contexte qui nous permet de mieux interpréter ce que les gens disent, parce que des fois, tu vas être en rendez-vous et quelqu'un qui a passé une journée de merde va sortir un truc et tu vas pas comprendre et tu vas prendre pour toi. Alors que là, on pose super bien les briques de voilà dans quelle énergie je suis. Aujourd'hui, je suis fatigué, je viens de me prendre l'enfer par d'autres clients avant ce rendez-vous. Donc, bon, voilà, c'est vrai que ma météo, elle est un peu orageuse en ce moment, mais ça donne du contexte à ce qui va se passer derrière. Et ça fait au final que juste un lien plus profond avec les gens, parce qu'au final, tu racontes des choses sur ta vie perso. Ils arrivent à te connaître et te comprendre. Et tu vois, genre là, pendant le confinement, le premier réflexe avec ses clients, c'est qu'on s'est envoyé juste un mail pour prendre des nouvelles. Aucun lien avec ce qui se passait dans mes projets, mais juste pour voir comment ça se passe. Ah tiens, est-ce que tu vas bien? Ou est-ce que tu es confiné? J'espère que ça t'affecte pas trop. Comment tu te sens en ce moment? Et je trouve ça génial d'avoir des relations comme ça avec ses clients. Et c'est une des raisons pour lesquelles je voulais être freelance aussi, c'est avoir ces relations humaines qui vont au-delà de la prestation, quoi. Ouais. Ah, c'est bien. Donc, je pense que c'est ça qui est clé sur les relations de long terme. Et ça crée l'envie de récurrence, parce que au final, même si, entre guillemets, la performance de ce qu'on fait en ce moment, imaginons que la performance ne soit pas en rendez-vous dans ce qu'on fait, ce qui n'est pas le cas, heureusement, mais imaginons que ce soit le cas. Au final, il y a ce lien entre nous qui fait que eux, ils vont préférer qu'on trouve des solutions et qu'on avance ensemble, plutôt que de dire, bon, ben voilà, je vais changer de freelance, je vais en prendre un autre. Ils s'en foutent, ils veulent travailler avec moi, en fait. Ils s'en foutent de... Enfin, c'est intéressant. La finalité n'est plus la même au final. C'est intéressant parce que quelque part, c'est un peu une garantie, réussir à créer un lien avec tes clients qui dépasse juste la relation professionnelle. C'est une garantie de bonne volonté des deux côtés, quoi. C'est-à-dire, chacun va vraiment y mettre du sien pour que ça fonctionne et essayer de trouver des solutions, parce qu'on n'est pas juste prestataire. Enfin, tu vois, c'est pas qu'une relation commerciale. C'est intéressant de voir qu'en sous-texte de tout ce que tu dis, de la manière dont tu abordes la relation avec tes clients, et je pense que c'est le cas et dans la prospection ou dans la prise de contact et par la suite, l'humain reste vraiment central. Et je suis assez d'accord avec toi quand tu dis que à la fin de la journée, peu importe ce que tu fais, peu importe la manière, plutôt peu importe le secteur dans lequel tu essaies de développer une activité, il faut se rappeler que tu parles toujours à un autre être humain, quoi. Et ça, je suis assez convaincu du bien fondé de cette philosophie. Est-ce que, donc depuis, c'était il y a 4 ans et quelques, tu en as fait des choses, tu en as eu d'autres, des clients. Comment ça s'est passé, l'évolution, la suite du programme pour toi? Dans les grandes lignes, s'il y a des choses. En fait, ce qui s'est passé directement après ce client-là, et dès la première facture où je me suis dit, OK, là, il y a un truc, je peux aller plus loin avec cette idée-là. Ce qui s'est tout de suite passé, c'est que j'ai beaucoup fonctionné au réseau et une nouvelle fois, au final, les liens humains et la connexion humaine. Donc, mon deuxième client, c'était, on avait une compétition à l'école. Donc, en gros, c'était une des startups de l'incubateur de l'école pour qui on faisait une compète interne en classe, tu sais, où on fait des présentations, etc. Et à la fin, ils nous ont demandé, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui sont free, qui voudraient continuer à travailler avec nous? Et mon équipe avait gagné. Donc, bien sûr, j'ai levé la main et j'ai dit, bah ouais, carrément, je suis super motivé et j'adorais le projet. Donc, j'ai bossé avec eux. Puis, la fondatrice de cette boîte m'a mis en relation avec une de ses connaissances qui avait aussi besoin de mes compétences.
Donc, j'ai travaillé avec cette autre personne. Puis, c'est arrivé de nouveau. Et j'ai travaillé avec cette autre personne. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, sans avoir à prospecter, parce que c'est ce que je pensais que j'allais devoir faire. J'étais en études, donc je n'avais pas l'enjeu, mais je me disais, si je me lance à plein temps, je vais devoir prospecter comme un fou. Et je me suis rendu compte, en fait, il n'y a peut-être pas besoin de ça. Okay. Et du coup, ce que j'ai fait, si on avance au moment où je me lance à plein temps, à la fin de mes études et à la fin de mon alternance, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai dit à tous mes potes de M1 et de M2 qui rentraient tous dans des boîtes et prenaient tous des CDI, je leur ai dit, voilà, je me lance, voilà ce que je fais, voilà à quoi ça ressemble avec des études de cas de ce que j'ai déjà fait, et voilà pour qui j'ai envie de le faire. Est-ce que vous connaissez des gens ou est-ce que vous-même avec votre boîte, ça pourrait vous aider? Et ça m'a apporté tout mon flot de premiers clients, ce qui a créé du coup tout ce qui vient derrière, la preuve sociale, l'évolution dans le temps, enfin bref, tous ces trucs-là et tous les apprentissages. Et j'ai pu bosser avec des boîtes, genre j'ai une pote qui allait chez Clépierre, j'ai bossé pour Clépierre, qui est une super belle entreprise. Bien sûr, ouais. Enfin, et j'ai eu plein de clients qui sont venus comme ça. Et au final, cette première prise de conscience que ça, c'était super puissant, ça a fait que je l'ai toujours mis en place dans toutes mes relations. Et dès que j'avais fini une mission avec un client, je leur disais, ben voilà, maintenant que vous savez ce que je fais, est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui pourraient être intéressés par ça? Et là, par exemple, tout juste récemment, il y a une de mes clientes de l'année dernière qui vient de m'envoyer quelqu'un qu'elle a croisé en disant qui avait besoin de services comme le mien. Et du coup, elle l'a recommandé parce que je mets en place des outils pour qu'elle le fasse. Dans le sens où j'ai fini, je lui ai dit, je cherche à rencontrer d'autres gens. Donc, si jamais tu connais quelqu'un, parle-lui de moi. Voilà, tu sais ce que je fais maintenant. Tu peux lui montrer ça, ça, ça. Okay. Ce qui fait aussi que dans l'autre sens, quand j'ai des gens qui m'approchent, comme j'ai des liens forts avec tous mes anciens clients, ils sont tous OK que je file leur numéro de téléphone à mes prospects. Du coup, mes prospects, ils appellent mes anciens clients. Et forcément, c'est le meilleur outil de vente. Bien sûr. Parce que j'ai un lien puissant avec mes anciens clients et ça a créé cette dynamique-là, quoi. Donc, j'ai jamais vraiment eu à prospecter depuis et ça s'est toujours fait par le réseau parce que j'ai construit des outils qui permettent de favoriser ce truc de bouche à oreille. C'est vrai que on le sait, hein, le bouche à oreille comme outil comme levier d'activation et comme outil de développement commercial. C'est l'outil marketing le plus vieux du monde. Ouais, non, mais ce que je trouve intéressant dans ta démarche, c'est le côté hyper intentionnel de la chose. Tu t'es pas contenté de faire un mail à la fin de la mission en disant bon, bah voilà, si vous connaissez d'autres gens qui cherchent, je suis là, coucou, machin. Ouais. Tu as dit, donne des outils, t'hésites pas à faire des mises en relation pour que ce soit pas juste un référencement en mode ah bah tiens, tu cherches un freelance Thomas, voilà ce qu'il fait. Non, c'est tiens, bah, je vais vous mettre en relation, je vais appeler, machin. Donc, dans la manière dont tu as construit ton utilisation du référencement, tu as vraiment mis en place des outils pour ne pas avoir besoin de t'appuyer sur autre chose. Ouais, ça, je trouve ça. Est-ce que, si tu peux, hein, il n'y a pas d'obligation, mais dans les outils que tu fournis justement à tes anciens clients pour leur faciliter la tâche quand ils se retrouvent à pitcher tes services, est-ce qu'il y a des choses en particulier dont tu peux nous parler, ou il y a des choses qui t'ont été particulièrement utiles? Déjà, une des premières choses, c'est je leur demande si eux sont OK de montrer le travail qu'on a fait ensemble à ces personnes, parce que c'est le meilleur travail dont ils peuvent parler. Ouais. La plupart du temps, ils sont OK avec ça. Donc, un des outils phares que je construis pour la plupart de mes clients, c'est un truc qui s'appelle un brand book, qui est en gros l'outil central de la stratégie de marque, qui est en gros une Bible, comme une religion a une Bible et une marque doit avoir son brand book. C'est la phrase que j'utilise souvent pour en parler. Mais du coup, déjà, ils montrent ça, ce qui est une bonne base. Ensuite, en général, je leur donne aussi mon portfolio, c'est-à-dire qu'ils ont différents projets. Donc, je n'ai pas mis à jour depuis un moment parce que je n'ai pas besoin de le mettre à jour depuis un moment. Mais en général, ils ont ça et ils le montrent. Et ensuite, il y a ce truc que je disais sur les numéros de téléphone, c'est-à-dire que les gens, quand ils me mettent en relation et qu'ils veulent en savoir plus, je leur dis on se rencontre, on prend un café, et une fois qu'on a pris ce café et qu'on a discuté de ce que je fais, je leur donne les numéros de téléphone de mes anciens clients. Et du coup, là, ils peuvent les appeler. Et ces discussions-là, en général, elles font un bel effet, de renforcement, quoi. Ah, c'est cool. Donc voilà, c'est des choses comme ça, mais après, on pourrait aller beaucoup plus loin. Tu vois, moi, j'essaie de garder un lien avec tous mes anciens clients de manière régulière, de les relancer, de leur parler, ainsi de suite. Et je fais aussi le travail inverse, ce qui crée aussi ce lien plus fort, c'est-à-dire que en fonction de leurs besoins, quand ils me parlent de quelque chose, moi aussi, je les mets en relation avec d'autres personnes. Et c'est ça, en fait, qui était à la naissance de mon implication et de la création de mon collectif à l'époque, qui aujourd'hui, en fait, à la base,
Je fais partie d'un écosystème indépendant qui s'appelle Lab Company. À la base, j'ai créé un sous-collectif avec des jeunes indépendants dans cet écosystème, mais aujourd'hui, on a scindé les deux ensemble. Et en fait, à la base de ma réflexion sur ça, c'est j'ai plein de clients qui cherchent des besoins et moi, je connais plein d'autres freelances autour de moi. Pourquoi ne pas faire le lien entre les deux, en fait? Et du coup, au final, j'ai tissé des liens encore plus forts avec certains clients parce qu'ils passaient par moi pour toutes les choses qu'ils avaient besoin de faire au lieu de travailler avec plein d'autres gens, quoi. Du coup, tu passes de la qualité entre guillemets de prestataire qui n'a jamais été juste une qualité de prestataire parce que tu as toujours fait en sorte de créer des relations qui soient plus poussées que ça avec tes clients, mais maintenant, tu as une casquette de conseiller, quoi. Tu passes à un statut de référent sur la question de l'outsourcing, quoi, en gros. Exactement. Et puis presque, je faisais partie de leur équipe. En fait, j'ai toujours eu ce positionnement de me dire, je veux pas être votre prestat. Je veux être comme quelqu'un de votre équipe, mais juste qui est pas salarié chez vous. Et ce qui fait que j'allais souvent travailler sur place. Sur certaines missions, je suis allé déjeuner avec tous les gens de l'équipe pour vraiment m'intégrer et que tout le monde me connaisse plutôt que d'être juste la personne à qui le directeur marketing envoie des mails. Enfin, tu vois, encore une fois, on revient à ce truc. J'ai toujours voulu avoir ces liens forts avec eux pour que derrière, ils puissent vouloir plus me recommander parce que au final, ils m'aiment en tant que personne et ils ont kiffé travailler avec moi. Et du coup, forcément, ils vont être plus enjoués de me recommander, plus heureux de le faire parce que ils veulent aussi contribuer à moi comme j'ai contribué à eux. Non, mais c'est super. Donc, c'est naturel au final. Tu vois, j'ai presque même pas besoin de mettre en place ces outils, ces stratagèmes et ainsi de suite parce qu'ils ont la volonté naturelle de le faire. Ok, magnifique. Et aujourd'hui, par curiosité, le récurrent, ça représente quelle proportion de ton chiffre d'affaires? Si c'est pertinent ou pas, parce que peut-être que... Ouais, je pense que c'est variable, hein, bien sûr. Mais en moyenne, je dirais que c'est entre 35 à 50%. Donc c'est quand même pas négligeable, quoi. C'est clair. Et c'est aussi, tu vois, par exemple, le podcast et tout le travail que je fais sur mes contenus pédagogiques pour les freelances, ça repose sur le fait que j'ai aucune peur de manquer parce que j'ai cette base et j'ai ce matelas de sécurité et je sais que tous les mois, quoi qu'il arrive, je touche ça. Et tu vois, ce client historique que j'ai là, je suis sûr qu'on va travailler encore ensemble pendant toute ma carrière. La seule chose qui ferait qu'on ne travaille plus ensemble, c'est s'ils ferment leur boîte. Il n'y a aucune autre raison qui ferait qu'on arrêterait de travailler ensemble. Non, c'est puissant. Mais même, Et tu vois, sachant ça, évidemment que j'ai pu lancer mon podcast et me concentrer dessus et passer 2 jours par semaine à bosser dessus. Évidemment que je peux aujourd'hui aussi mettre énormément d'énergie là-dedans parce que j'ai cette sécurité. Et c'est un truc que je recommande à tous les freelances que j'accompagne aussi. Le premier truc qu'ils doivent vendre, c'est un truc récurrent que tu factures tous les mois sur minimum 3 mois de suite parce que ça te donne cette base de sécurité, quoi. Parce que sinon, tu fais que courir après les clients. Non, mais c'est hyper intéressant. Donc, c'est marrant parce qu'en passant, tu viens de mentionner que c'est 2 jours par semaine sur ton podcast. Donc, aujourd'hui, ton activité, la manière dont tu l'as structurée… C'était à l'époque. Hein. C'était à l'époque Maintenant, à force de répéter, je le fais plus rapidement. Mais au tout début, c'était ça. Ok, d'accord. Et là, aujourd'hui, c'est toujours… Tu t'accordes 2 jours dans la semaine pour ta création de contenu et 3 jours pour ton travail avec les clients. Comment ça a changé? Je pense que… c'est toujours en train d'osciller entre du 60-40 dans un sens ou dans l'autre. Ok, d'accord. En ce moment, c'est 60% sur ma création de contenu, mes formations, le travail d'accompagnement et de pédagogie que je fais pour les free, et 40% sur les clients. Il y a des fois où ça switch et ça passe à 60-40, mais en fait, en fonction de la variable client, je peux ajuster l'autre. Bien sûr. Et comme je travaille, on en parlait un peu avant de commencer à enregistrer, je travaille à fond la méthodisation et les process pour créer plus de contenu et avoir plus d'avance. Au final, j'ai cette sécurité-là aussi de ne pas disparaître du jour au lendemain, quoi. Magnifique. Une machine qui roule, quoi. Une affaire qui tourne. Écoute, il y a toujours des optimisations à faire, mais ça marche plutôt pas mal. Et un dernier petit mot sur l'évolution de ce que je disais sur la mise en relation bouche à oreille, etc. Aujourd'hui, la plupart de mes clients me viennent de l'écosystème et du collectif parce que, tu vois, nous tous, on se recommande les uns les autres. Donc, il y a tellement de projets qui gravitent dans un groupe de 50 indépendants qu'il y a forcément beaucoup de fois où, ah tiens, Thomas, on a besoin de ça sur ça, soit sur du one-shot, soit sur des choses plus récurrentes, plus long terme. Il y a des gros clients, il y a des petits clients, il y a des choses que tu choisis de t'investir ou pas, mais quasiment tout me vient de là maintenant et j'ai presque plus… Enfin, il y a des gens qui viennent me chercher par recommandation d'ailleurs,
mais je n'ai jamais prospecté de mon activité d'indépendant. J'en ai jamais eu besoin. Et tout quasiment m'est venu du bouche à oreille ou de mon activité très présente sur LinkedIn. Ok. Donc LinkedIn, ça a Voilà. été un levier aussi pour toi de développement. Ouais, carrément. Ouais. Okay. Carrément. Bon, c'est assez logique, hein, ça fait sens. Hein, ça reste le réseau social professionnel leader sur le marché. Puis, il y a l'opportunité depuis les dernières années, c'est un des endroits où tu as une portée organique des plus fortes. C'est fou. Hein. Et l'outil de recherche, il marche bien. Enfin, ouais, je pense qu'on n'a pas besoin de parler de ça en profondeur parce que les gens le savent, mais c'est clair que LinkedIn, ça a été puissant pour moi. Ouais, après, tu serais étonné, hein, nous, dans les sessions de coaching qu'on a fait, là, tu sais qu'avec mes associés, on a fait pas mal de sessions de coaching les 2 dernières semaines. Et on était assez étonné de voir la proportion d'entrepreneurs indépendants qui, en fait, voyaient toujours LinkedIn comme un CV en ligne. Et comme un CV, quoi. Ouais. Qui n'étaient pas conscients du potentiel d'avoir une stratégie un peu plus intentionnelle dans la création et l'utilisation que tu fais de la plateforme. Et à quel point c'est drôle, hein. C'est vrai que du coup, on baigne dans un microcosme, on se dit tout le monde sait, mais pas tout le monde sait. Non, pas tout le monde sait. Non, pas tout le monde sait. C'est vrai, tu as raison. Et du coup, c'est pour ça qu'on a essayé de tous les aiguiller. Enfin, un de nos réflexes, ça a été de dire, pour peu que la plateforme s'y prête, hein, évidemment, si tu as un site de e-commerce B2C, LinkedIn, ça va peut-être pas beaucoup t'aider. Mais enfin, en tout cas, pas pour vendre tes produits si tu vends, je sais pas moi, des t-shirts. Mais pour tous les gens qui étaient sur un truc un peu plus B2B, le premier truc qu'on a dit, optimise ton LinkedIn et poste. Quoi. Ouais. Toutes les semaines, tu postes du contenu sur la plateforme. Et c'est vrai que ça fait une différence. Ok. Et Monsieur Burbidge, merci beaucoup. Avec grand plaisir. C'était très plaisant comme échange et c'était plein de valeurs ajoutées. Je te remercie parce que tu as partagé plein de trucs hyper intéressants. C'est super. Avec plaisir, toujours là pour servir. Hein. Tu me connais. Merci. À très vite. Ciao, merci. Ciao.